Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bienvenue dans ce nouveau cours d'immunologie portant sur l'hypersensibilité de type 1 et on va commencer tout de suite. D'abord, en introduction, on va définir c'est quoi un état d'hypersensibilité. Donc, les états d'hypersensibilité sont des réactions immunes exagérées, c'est-à-dire ce sont des réactions de notre système immunitaire mais qui sont exagérées, dirigées contre des antigènes de l'environnement qui sont dits allergènes et ces états d'hypersensibilité sont classés par Gell et Coombs selon d'abord la chronologie, donc deux critères. De 1, la chronologie d'apparition des symptômes, c'est-à-dire l'ordre de leur apparition. Et deuxièmement, selon les éléments effecteurs, c'est-à-dire les éléments impliqués au cours de chaque état d'hypersensibilité. Maintenant, il faut savoir que tout état d'hypersensibilité se déroule en deux phases. Une première phase de sensibilisation. C'est la première rencontre avec l'antigène, c'est-à-dire c'est la première introduction dans l'organisme. C'est une étape qui est silencieuse, d'accord ? C'est-à-dire asymptomatique, pas de symptômes. Et nous avons une deuxième phase de déclenchement qui est symptomatique. Cette phase de déclenchement, c'est la réintroduction du même allergène dans l'organisme. Et au cours de cette phase-là, qu'on aura donc les différents symptômes de l'allergie. Voilà la classification de Gell et Coombs qui a fait apparaître 4 types d'hypersensibilité, le type 1, le type 2, le type 3 et le type 4. Et vous voyez que la différence entre les 4 types, c'est les effecteurs. Nous, dans ce cours, bien sûr, nous allons étudier l'hypersensibilité de type 1. Et vous voyez ici donc les différents effecteurs, ce sont les immunoglobulines, donc les IgE, l'antigène, l'allergène, bien sûr, c'est un antigène qui est soluble. Et nous avons la cellule effectrice, c'est les mastocytes. Donc les cellules effectrices, ce sont les mastocytes. Et on verra par la suite les étapes de déclenchement de cette hypersensibilité. Donc ici, voilà, ce sont les éléments impliqués, les IgE, l'allergène qui doit être soluble, d'accord ? Et les mastocytes, ce sont les cellules effectrices. Donc maintenant qu'on a vu la définition d'un état d'hypersensibilité et aussi donc qu'on a vu les éléments impliqués au cours de l'hypersensibilité de type 1, on va juste donc reformuler la définition de l'hypersensibilité de type 1. C'est une réaction, ou bien ce sont des réactions liées à la production exagérée d'IgE, d'accord, des IgE, dirigées bien sûr contre des antigènes de l'environnement, et il faut préciser ici, c'est des antigènes solubles, d'accord, qui sont dits allergènes. Et le délai d'apparition immédiatement après un deuxième contact avec l'antigène. C'est pour cela qu'on dit que l'hypersensibilité de type 1 c'est une allergie donc immédiate. D'accord ? Hypersensibilité de type 1, c'est une hypersensibilité immédiate ou bien une allergie immédiate. Maintenant, on va commencer par énumérer les éléments ou bien étudier les éléments impliqués, c'est-à-dire les effecteurs de l'hypersensibilité de type 1. Donc nous avons les IgE, d'accord, on a dit qu'il s'agit d'une production d'IgE exagérée d'immunoglobulines, d'IgE. Donc on va les étudier. Et ces IgE-là donc, vont se fixer sur des cellules qui sont les mastocytes. Donc logiquement, ils auront des récepteurs membranaires sur les mastocytes, d'accord ? C'est-à-dire, deuxième élément, on va étudier les récepteurs. Et troisièmement, bien sûr, le mastocyte, c'est la cellule effectrice. Donc on va l'étudier aussi. Pour la structure des IgE, il s'agit donc d'immunoglobulines constituées de deux chaînes heavy, H, c'est-à-dire lourde, deux chaînes lourdes. Voici la première chaîne lourde et la deuxième chaîne lourde. Et deux chaînes légères. Là, voici la première et la deuxième chaîne légère. Donc ces chaînes lourdes sont de type epsilon, d'accord ? La première et la deuxième, les deux. Et les deux chaînes donc légères peuvent être de type kappa ou lambda. Il faut savoir que ces chaînes-là, donc légères et lourdes, s'organisent en domaines. Pour la chaîne lourde, elle s'organise en 4 domaines constants. Donc le premier domaine constant, le deuxième, le troisième et le quatrième, plus un domaine variable. Donc ici, C, c'est pour constant, H, c'est pour heavy, c'est-à-dire lourde, et V, c'est pour variable, et H aussi, c'est pour heavy, c'est-à-dire c'est un domaine qui appartient à la chaîne lourde. Donc ça, c'était pour la chaîne lourde. Pour la chaîne légère, elle est constituée uniquement de deux domaines, un domaine donc variable et un domaine constant. D'accord ? Et ces chaînes-là donc, sont de type kappa ou lambda. Donc, les caractéristiques des IgE sont les suivantes. Donc, d'abord, elles sont hyperglycosylées.
On rappelle que la glycosylation, c'est quoi? C'est le rajout de résidus sucrés ou la glucidique sur des protéines. Et ces IgE-là sont hyperglycosylés. Donc ça, c'est une caractéristique. Deuxièmement, c'est leur demi-vie qui est très courte. Elle est de 2,5 jours, donc c'est 2 à 3 jours à peu près. Et troisièmement, c'est l'homocytotropie. Ça veut dire quoi? C'est la tendance de ces IgE de se lier aux cellules. Donc ces IgE-là, et d'ailleurs c'est pour cela que leur demi-vie, elle est très courte. C'est-à-dire que ces IgE ne traînent pas dans le sérum longtemps, après leur production par les lymphocytes B. Donc elles vont aller se fixer sur les mastocytes. Maintenant, sur les mastocytes ou d'autres cellules, donc c'est surtout les mastocytes. Maintenant, si ces IgE vont se fixer sur les mastocytes, c'est-à-dire qu'elles ont des récepteurs cellulaires, c'est pour cela qu'on va maintenant parler du récepteur des IgE. Donc, c'est ce qu'on appelle les Fc epsilon récepteurs, donc type 1 et type 2. D'abord, pourquoi cette appellation? Parce que ces récepteurs-là vont lier le domaine ou bien le fragment cristallisable Fc, donc de l'anticorps ou bien de l'IgE. C'est ce domaine-là. Voici cette partie, d'accord, de notre immunoglobuline. Il va lier le récepteur, cette partie. Maintenant, ces deux récepteurs-là sont différents, bien sûr, structurellement. Vous voyez que le premier, il est constitué donc de la première chaîne qui est la chaîne alpha, une chaîne bêta et deux chaînes gamma, c'est-à-dire qu'il est trimérique. Alors que le Fc epsilon récepteur 2, il est comment? Il est monomérique. Donc une seule plutôt chaîne. D'accord? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que le Fc epsilon récepteur 1 est doué d'une forte affinité vis-à-vis des IgE, contrairement au Fc epsilon récepteur 2, qui a une affinité qui est moins importante. Pour les rôles, le Fc epsilon récepteur 1, il a donc, bien sûr, il se trouve sur les membranes des mastocytes. Il va lier ces IgE-là pour que les mastocytes dégranulent par la suite. Alors que le Fc epsilon récepteur, donc, il a vraiment un rôle qui est un peu différent. C'est plutôt un rôle de régulation de la production des IgE par les lymphocytes B. D'accord? C'est pour cela qu'il existe deux types des récepteurs des IgE. Donc, ils ont des rôles qui sont différents, ces récepteurs-là. Bien sûr, chaque chaîne plutôt de ce récepteur, donc elle a sa fonction bien précise. Pour la chaîne alpha, elle a pour fonction de reconnaître l'IgE. C'est celle-là qui va interagir avec le domaine ou là le fragment Fc de notre IgE. Alors que la chaîne bêta, elle a donc pour rôle de stabiliser le récepteur, stabiliser la structure. Les chaînes gamma, vous voyez qu'elles ont deux domaines ici qui sont appelés les itames. C'est ces itames-là qui sont responsables de la transduction du signal. D'accord? Ces itames-là ont pour rôle quoi? Transduction du signal. Donc ça, c'était pour les deux récepteurs. Voilà ici, vous voyez que c'est le domaine C3, C epsilon 3, donc le troisième domaine donc, de la chaîne lourde de l'IgE qui va interagir avec le domaine alpha 1 de la chaîne alpha. Donc ça, c'était pour la partie du récepteur Fc epsilon récepteur 1 qui interagit avec l'immunoglobuline, avec l'IgE. Maintenant qu'on a parlé des IgE et de leurs récepteurs, on arrive au troisième élément impliqué dans l'hypersensibilité de type 1, il s'agit des allergènes. Donc il faut savoir qu'il existe différents types d'allergènes, donc le panel pneumallergène ici, ce sont les allergènes responsables des allergies respiratoires, donc ceux qui pénètrent dans l'organisme par voie respiratoire. Donc les trophallérgènes, c'est-à-dire donc induisant des allergies alimentaires, et le panel mixte, c'est-à-dire les deux, pneumallergènes et trophallérgènes. Vous avez ces listes-là, vous pouvez les lire tranquillement. Après les allergènes, nous avons les cellules effectrices. Donc il faut savoir que ces cellules effectrices expriment tous des Fc epsilon récepteur 1. Et donc plusieurs types cellulaires expriment ces récepteurs. Alors que les plus importantes, ce sont ces quatre types cellulaires-là. Donc les mastocytes, les polynucléaires basophiles, les mastocytes du tissu conjonctif et les polynucléaires éosinophiles. Pourquoi on a encadré ces deux uniquement? C'est simple parce que ces deux cellules-là, ces deux types cellulaires, sont des cellules qui expriment un nombre très important, d'accord, très important de Fc epsilon récepteur 1. D'accord, donc ce sont des cellules qui se présentent avec donc, le plus grand nombre de récepteurs
de type FcE récepteur 1. C'est pour cela que ce sont les plus importantes dans l'hypersensibilité de type 1. Donc maintenant, on va parler de l'évolution de cette hypersensibilité. Donc comment elle se déroule? D'abord, rappelez-vous, je vous ai dit dans le début du cours qu'il existe, donc tout état d'hypersensibilité évolue selon deux phases. Une première phase de sensibilisation asymptomatique silencieuse et une deuxième phase de déclenchement. Donc la phase de sensibilisation commence par l'introduction de l'allergène dans l'organisme. Voilà notre allergène, il est introduit dans l'organisme, il va être pris en charge par une CPA, une cellule présentatrice de l'antigène. Elle va le phagocyter et le présenter sur sa surface. Elle va le présenter à qui? À une cellule T naïve, à un lymphocyte naïf. Et ce lymphocyte va se différencier en LTH2, c'est-à-dire la cellule, donc lymphocyte helper, donc de type 2. Et ces LTH2, en fait, sont responsables de la sécrétion, elles vont sécréter des interleukines. L'interleukine 4, 10 et 13. D'accord? Ces interleukines sont très importants. Hein? Interleukine 4, 10 et 13. Donc, parmi ces interleukines-là, nous avons l'interleukine 4. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir pour cible le lymphocyte B et il va donc induire quoi? Ce qu'on appelle le switch. Le switch, c'est-à-dire que le lymphocyte B maintenant va donc changer le type d'immunoglobuline qu'il synthétise. Il va produire uniquement la classe IgE, donc uniquement les IgE, ces immunoglobulines E. Ces immunoglobulines E, on a dit ça, ne traînent pas longtemps dans le sérum, demi-vie qui est courte, 2 à 3 jours. Logiquement, ils vont se fixer sur des cellules cibles, donc les mastocytes surtout. Donc ces immunoglobulines, elles vont se fixer sur les mastocytes et elles vont rester comme ça. Donc ça, c'est la fin de la première phase de sensibilisation. Donc le résultat de cette phase, c'est quoi? C'est des immunoglobulines, des IgE, fixées sur des mastocytes qui attendent une deuxième introduction de l'allergène dans l'organisme. C'est une phase qui est asymptomatique, silencieuse. La deuxième phase de déclenchement, vous allez voir pourquoi elle est symptomatique. Donc l'allergène est introduit dans l'organisme pour la deuxième fois. Cette fois-ci, il va directement se fixer sur les IgE qui sont déjà fixés sur les mastocytes. D'accord? Induisant leur dégranulation. Mais cette dégranulation, elle a pour condition, la fixation de ces pathogènes, de ces allergènes, d'une manière bien spécifique. C'est quoi cette manière? C'est ce qu'on appelle le pontage. Regardez ici, le pontage, ça vient de quoi? Ça vient de pan, du mot pan, ça veut dire jisr. Donc voici l'allergène, il va se fixer à deux immunoglobulines. Vous voyez, deux IgE, la première et la deuxième. Deux IgE vont fixer un seul allergène. C'est ça le pontage, c'est essentiel, c'est indispensable pour qu'il y ait activation des mastocytes et dégranulation. D'accord? Voilà, les mastocytes vont dégranuler. Et c'est cette dégranulation, ce sont ces produits qu'on voit, qui vont être libérés par le mastocyte, ce sont ces produits-là qui vont être responsables des symptômes observés au cours des hypersensibilités. Ici, c'est juste une remarque qui vous dit que les mastocytes peuvent dégranuler indépendamment des IgE en réponse à des histaminolibérateurs par exemple, à des médicaments ou quelques aliments. C'est une dégranulation non spécifique de l'allergène et bien sûr on ne parle pas de la dégranulation qui a lieu lors des réactions d'hypersensibilité de type 1. Attention, ça c'est une dégranulation qui est dépendante des IgE. D'accord? On parle d'un cas spécial où les mastocytes dégranulent indépendamment de ces IgE en dehors des états d'hypersensibilité de type 1. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Maintenant, ici, c'est les conséquences de la dégranulation, libération de l'histamine, protéoglycane, protéase, prostaglandine, leucotriène, etc. Donc ça, c'est les substances libérées. Maintenant, vous voyez donc l'allergène introduit pour la deuxième fois. Il va se fixer sur les IgE. Ça, c'est des mastocytes sensibilisés. Donc, c'est des mastocytes qui ont déjà des IgE fixés sur leur récepteur membranaire. Donc, ce mastocyte sensibilisé, une fois il reconnaît ou là, une fois l'antigène ou l'allergène se lie à l'IgE,
qu'est-ce qui va se passer? Dégranulation de ce mastocyte et libération des substances qu'on vient de citer. Parmi ces substances, on trouve l'histamine qui est le chef de file vraiment. Maintenant, cette histamine représente 10% des poids des granules, donc c'est relativement important, et il a des effets biologiques différents. Ces effets sont observés dans les minutes qui suivent l'activation des mastocytes, donc c'est vraiment précoce. Et cette histamine-là va se lier à des récepteurs. Ce sont les récepteurs H1, H2, H3 et H4 qui sont répartis sur différents tissus. Parmi ces effets, nous avons la bronchoconstriction par action ou en agissant sur les muscles lisses bronchiques. Nous avons la vasodilatation par augmentation ou relâchement des muscles lisses des vaisseaux sanguins, ainsi que l'augmentation de la perméabilité des vaisseaux sanguins. La sécrétion de mucus, donc en agissant sur les glandes des muqueuses, d'accord? Et il faut savoir qu'après l'action de l'histamine, viennent d'autres substances. Ce sont les leucotriènes et les prostaglandines qui vont prendre le relais. C'est-à-dire que dans les minutes qui suivent la libération de cette histamine, il va y avoir libération des leucotriènes et prostaglandines qui vont en quelque sorte remplacer cette histamine. Et bien sûr, ces substances-là sont responsables des phénomènes donc, qui sont observés au cours de la libération de l'histamine, c'est-à-dire c'est la bronchoconstriction, c'est la stimulation de la sécrétion muqueuse, c'est l'augmentation de la perméabilité vasculaire, d'accord, c'est les mêmes phénomènes qu'on a observés avec l'histamine. Ces leucotriènes et prostaglandines, il faut savoir que ce sont des médiateurs qui sont beaucoup plus puissants que l'histamine. C'est ça la différence entre leucotriènes, prostaglandines et histamine. Et nous avons enfin les cytokines pro-inflammatoires. Leur rôle, c'est quoi? C'est de recruter dans une phase tardive, après dégranulation des mastocytes, donc recruter des cellules inflammatoires comme les éosinophiles et les neutrophiles. Donc pour la symptomatologie, il faut savoir que c'est vraiment variable, allant de réactions bénignes à des réactions modérées jusqu'à des réactions graves. D'abord pour les réactions bénignes, c'est par exemple la sinusite, les rhinites ainsi que les diarrhées. Pour les réactions modérées, c'est l'asthme avec constriction bronchique, obstruction des voies respiratoires et hypersécrétion de mucus. Alors que pour les réactions graves, il s'agit de l'œdème de Quick avec risque d'œdème de la glotte. Donc, pourquoi c'est dangereux? D'abord, c'est quoi l'œdème de Quick? C'est un gonflement de la peau et des muqueuses au niveau de la tête et du cou. Donc, cet œdème, pourquoi il est dangereux? Parce qu'en cas d'œdème de la glotte, nous avons un risque d'obstruction des voies aériennes. Donc, c'est pour cela que c'est dangereux. Nous avons aussi le choc anaphylactique avec œdème généralisé, hypotension artérielle. Là, vraiment, le pronostic vital est mis en jeu. D'accord? Donc ça, c'était pour la symptomatologie. Maintenant, comment explorer l'hypersensibilité de type 1? Autrement dit, comment poser son diagnostic? D'abord, c'est par l'anamnèse. Un bon interrogatoire peut aboutir facilement à diagnostiquer une hypersensibilité de type 1. Deuxièmement, si l'anamnèse ne me donne rien, je passe à l'exploration du terrain allergique, c'est-à-dire de mon patient, du sujet. Troisièmement, donc, c'est l'identification de l'agent causal, l'agent qui a causé cette hypersensibilité. Maintenant, la première des choses à faire dans l'exploration de mon sujet, c'est quoi? C'est une formule. Donc, l'éosinophilie sanguine, c'est-à-dire le taux des éosinophiles dans le sang, lorsque ça dépasse 300 éléments par millimètre cube, ça peut orienter vers une hypersensibilité de type 1. D'accord? Deuxièmement, je cherche les éosinophiles dans les sécrétions nasales et bronchiques. Donc, c'est-à-dire, soit je les cherche dans le sang, soit dans les sécrétions nasales et bronchiques. D'accord? Et dans ces cas-là, si je me trouve avec une hyperéosinophilie, ça peut orienter vers une hypersensibilité de type 1. Mais attention, une hyperéosinophilie ne signifie pas forcément hypersensibilité de type 1. Pourquoi? Parce qu'une hyperéosinophilie est observée aussi au cours de certaines infections parasitaires, lors de la prise médicamentaire de certains médicaments et au cours de stress. D'accord? Ce n'est pas spécifique à l'hypersensibilité de type 1. Troisièmement, je vais faire le dosage des IgE sériques total. Donc, les IgE qui se retrouvent au niveau du sang. Donc, ce dosage, il se fait comment? D'abord, je vais vous parler donc, de la technique. C'est par technique ELISA.
je fais quoi? J'ai ici cette microplaque. Dans cette microplaque, je vais fixer des immunoglobulines anti-IgE, c'est des anti-immunoglobulines. Je vais les fixer dans le fond de ces puits. Vous voyez ici des puits, d'accord, c'est des puits. Je vais fixer les anti-IgE au fond. Puis qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez ici un schéma représentatif, d'accord? Ça, c'est les immunoglobulines, c'est les anti-IgE qui sont fixés sur le fond des puits. T'as de la microplaque. Très bien. Après, ce que je vais faire quoi? Je vais rajouter le sérum de mon patient. D'accord? Je vais rajouter le sérum de mon patient dans ces puits-là. Et voici, si ce sérum contient des IgE, ces IgE vont se fixer sur leur anti-IgE. D'accord? Vous voyez ici, chaque IgE se fixe à son anti-IgE. Très bien. Puis, qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais rajouter un anti-IgE marqué, une anti-IgE marquée à l'enzyme, à une enzyme. Voilà l'anti-IgE qui est marqué à une enzyme. Si elle trouve des IgE, bien sûr, qui sont déjà fixés sur leur anti-IgE, elle va faire quoi? Cette anti-IgE, elle va se fixer sur l'IgE, d'accord? Je vais faire un lavage pour éliminer les anti-IgE marqués qui ne sont pas liés, d'accord? Qu'est-ce que je vais faire après? Je vais donc ajouter un substrat. Ce substrat, il est chromogène. Donc, je vous ai dit que cet anti-IgE est marqué à une enzyme. Voilà l'enzyme. Cette enzyme-là, je vais rajouter à cette enzyme un substrat qui est chromogène, c'est-à-dire qui est incolore. Et cette enzyme-là va catalyser la réaction de sa transformation en un produit. Et ce produit-là est coloré. Et c'est ça ce qui va me donner donc la couleur que vous observez ici dans ces puits-là. D'accord? Bien sûr, s'il y a couleur, ça veut dire que oui, il y a les IgE. D'accord? Donc c'est ça la méthode ELISA, donc en utilisant un enzyme. Donc des anticorps anti-IgE marqués à des enzymes. D'accord? Maintenant, taux élevé d'IgE total, je vous ai dit, ne signifie pas hypersensibilité de type 1 parce que les IgE totales peuvent être élevés au cours des infections parasitaires, virales ou bactériennes, des maladies tumorales et des taux normaux sont rencontrés chez les patients allergiques aussi. Rappelez-vous, je vous ai dit que le dosage, je vous ai dit que les IgE sont doués d'une homocytotropie, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à se fixer sur des cellules. Donc leur demi-vie est courte, 2,5 jours, rappelez-vous. Donc si tu fais le dosage des IgE sériques et tu trouves un taux normal, est-ce que ça signifie donc forcément que cette personne-là n'a pas d'hypersensibilité, une hypersensibilité de type 1? Non, pourquoi non? Parce que, je viens de le dire, les IgE, leur demi-vie, elle est courte. Ça veut dire, une fois sécrétée, produite par l'organisme, elles ne traînent pas longtemps dans le sérum. D'accord? Elles ne traînent pas longtemps dans le sérum parce qu'elles ont une destination bien précise, c'est d'aller se fixer sur les mastocytes. Donc, si tu trouves un taux normal dans le sérum, ça ne signifie quoi? Ça ne signifie pas que cette personne n'a pas d'hypersensibilité de type 1. D'accord? Tannique, un taux élevé des IgE ne signifie pas hypersensibilité de type 1 parce qu'il y a, je vous ai dit ici, il y a par exemple au cours des infections parasitaires, virales ou bactériennes ou quelques maladies tumorales, le taux de ces IgE, il est élevé. Maintenant, pour l'identification de l'agent causal, c'est-à-dire identifier carrément l'allergène responsable de l'hypersensibilité, on va faire ce qu'on appelle les tests cutanés. Donc les tests cutanés, ce sont des tests qui se font in vivo, c'est-à-dire directement sur le sujet. Et le prick test, c'est le test de référence. C'est un test facile avec des résultats qui sont rapides, ça se lit dans des minutes. Il est peu coûteux et il est possible à tout âge, donc aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Ce test-là, comment est-ce qu'on va le faire? C'est en injectant en sous-cutané, superficiellement bien sûr, des différents antigènes, des allergènes, après avoir introduit l'eau distillée, bien sûr, comme témoin négatif. Le témoin négatif, c'est celui que, lorsque tu vas l'injecter, tu es sûr de ne pas avoir une réaction allergique. Alors que le témoin positif, qu'on va introduire aussi, c'est l'histamine. C'est celui que, lorsque tu vas l'injecter, tu es sûr d'avoir une réaction allergique. Donc, j'introduis mes allergènes, mes antigènes, j'introduis un témoin positif et j'introduis un témoin négatif. D'accord? Puis, qu'est-ce que je fais? Je passe à la lecture. Bien sûr, j'attends dans 15 à 20 minutes, puis je peux lire les résultats. Donc, là où il y a apparition de papules,
d'accord, des papules. Des papules, c'est quoi en fait? C'est des lésions cutanées réalisant une petite surélévation de la peau qui se gonfle, qui se surélève par rapport à la peau voisine. Maintenant, si le diamètre de la papule a dépassé les 3 mm, comme c'est le cas pour l'histamine, qui est un témoin positif, ça signifie quoi? Ça signifie que cette papule est positive, d'accord? C'est-à-dire que l'antigène introduit à son niveau a engendré, a donc déclenché une réaction allergique, alors que la papule est considérée comme négative si son diamètre est inférieur à 3 mm, comme c'est le cas pour le témoin négatif, qui est l'eau distillée. D'accord? Donc ça, c'était pour la lecture du prick test. Le prick test, ou là, les prick tests ont des contre-indications, bien sûr. C'est surtout les dermographismes. C'est quoi d'abord les dermographismes? Ce sont des réactions de la peau qui rougit à l'endroit où l'on exerce un léger frottement ou une griffure, donc par le bout du doigt ou par l'angle. D'accord? Autrement dit, c'est le derme qui, lorsque l'on touche, donc des graphes rouges apparaissent. D'accord? Pourquoi c'est contre-indiqué? Pourquoi le prick test est contre-indiqué au cours des dermographismes, ou là pour les dermographismes, pour les gens souffrant de ces dermographismes? C'est parce que ça empêche la lecture. Lorsque tu introduis les antigènes, tout devient rouge, donc ça n'a aucun intérêt en fait. Nous avons ici aussi la dégranulation mastocytaire non spécifique, les antihistaminiques et les eczémas étendus. Donc ça, c'était pour les contre-indications. Maintenant, donc deuxième test qu'on peut faire, c'est la recherche des IgE spécifiques circulantes. Donc si la pratique des tests cutanés est délicate ou contre-indiquée, on vient de citer les contre-indications, ou en cas de discordance entre les tests cutanés et l'anamnèse, donc test cutané me donne un résultat alors que l'anamnèse m'oriente vers un diagnostic différent. Qu'est-ce que je fais? J'essaie de doser des IgE spécifiques à un certain antigène, d'accord, à l'allergène, d'accord? Bien sûr, ça se fait par ELISA, immunoenzymatique, par technique immunoenzymatique, ou bien par chimie-luminescence. Maintenant, on nous dit que plusieurs panels d'allergènes sont disponibles, panel respiratoire, donc méditerranéen et alimentaire. Maintenant, en cas de la persistance de la symptomatologie, ou alors une recherche non concluante des IgE spécifiques, c'est-à-dire quoi? Donc, c'est-à-dire les IgE qui sont présentes dans le sérum du patient ne sont spécifiques d'aucun allergène parmi ceux qu'on suspecte. Ou en cas d'une discordance entre les tests cutanés et le dosage des IgE spécifiques, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à la recherche des immunoglobulines, des IgE spécifiques, fixées sur les polynucléaires basophiles. Attention, ici on parle des immunoglobulines fixées, hein, on ne parle plus des IgE circulantes. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prélever le sang du patient, qui contient bien sûr tous les constituants du sang, en plus des basophiles. Ces basophiles, on va les mettre en contact avec un antigène, un allergène suspecté. Et si c'est le vrai allergène, il va être reconnu par les IgE fixés sur ces basophiles. C'est pour cela qu'on a dit que c'est un test c'est la recherche des IgE spécifiques fixés sur les polynucléaires basophiles. Donc cet allergène, si c'est le vrai allergène, il va être reconnu par ces IgE fixés et ça va activer la dégranulation des mastocytes et nous aurons libération des substances, donc toutes les substances qu'on a déjà citées précédemment. On peut doser par exemple l'histamine. On peut doser l'histamine libérée après cette dégranulation pour révéler la réaction allergique qui a eu lieu après introduction de cet allergène. Et en conclusion, c'est quoi le résultat? C'est que oui, c'est ça le vrai allergène. Donc on a trouvé le bon allergène. Le test d'activation des basophiles est un test qui vise à détecter la présence de certains marqueurs d'activation membranaire. Ce sont les CD63 ou les CD203C. Donc, c'est des marqueurs d'activation, comme leur nom l'indique. Une fois le mastocyte activé, il va donc exprimer ces molécules, ces marqueurs à la surface membranaire. Comment est-ce qu'on va les chercher? C'est par le biais d'anticorps marqués à des fluorochromes, à un fluorochrome donné. Donc je vous rappelle qu'un fluorochrome, c'est quoi? C'est une molécule qui est capable d'émettre un signal lumineux suite à son excitation par une lumière UV. Donc c'est par cette méthode
qu'on va révéler ces marqueurs d'activation. Donc, on va mettre en contact ces basophiles activés avec des anticorps qui sont marqués à ce fluorochrome et on va exciter l'échantillon par une lumière et après, on va recevoir un signal lumineux s'il y a présence de ces marqueurs d'activation. Voilà pour le test d'activation des basophiles. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.